Chers élèves, dans cette vidéo, on va essayer de traiter les exercices de deux activités concernant les étapes de formation des roches sédimentaires à partir de votre manuel SVT Étincelle, page 122 à la page 128. L'activité 2, ça concerne le transport de produits et de la dégradation des roches. Donc on va parler ici de transport. Le document numéro 1, donc ça concerne un torrent qui transporte des sédiments. Et donc on va parler des transports des matériaux de différentes tailles. Avant de poser la question, de répondre à la question, comparer la taille des éléments transportés par le torrent, on donne une petite définition. Qu'est-ce que ça veut dire le torrent? Le torrent, c'est un cours d'eau de montagne, caractérisé par une pente, ça veut dire le munhader, et un débit rapide et irrégulier. Débit هو الصبيب, يعني la quantité, le volume d'eau pendant un temps donné. Le torrent ici, si on compare les trois documents, le torrent transporte les éléments de différentes tailles. Donc on parle ici de la taille. Comme vous avez ici les galets, les graviers, le sable, l'argile. Donc ça, ce sont des éléments qui se diffèrent par la taille. D'accord? Donc, deuxième question. À partir de ces données-là, émettez une hypothèse pour expliquer les différences constatées. Les différences constatées, c'est la taille des éléments transportés. À quoi est due cette différence de taille? Ces différences de taille peut-être dépendent des roches mères, des roches d'origine, qui ont été dégradés. Ça veut dire qu'ils ont subi une érosion, comme par exemple calcaire, grès, granit, etc. Troisième question, quel facteur intervient-il dans ce transport? Puisqu'on parle d'un torrent, donc, effectivement, on parle de l'eau. L'eau est le facteur, ou bien l'agent principal, de transport de ces éléments ou bien de ces sédiments. Donc ce sont des éléments détritiques. Donc c'est l'eau qui est le facteur. Document 2, ça concerne ici les transports des particules solides. Vous voyez ici 3 types de sédiments ici de différentes tailles. Dans document A, ces 3 se diffèrent par la taille. Donc ici, ce sont des matériaux récoltés dans le lit d'un torrent. Donc il y a 3 types de lieux de récolte. Donc c'est le lit d'un torrent. Deuxième ici, matériaux récoltés dans le lit d'un fleuve, l'Oued. Et troisième ici, c'est matériaux récoltés à la bordure de la mer. Par la plage par exemple. Donc ces 3 matériaux-là, ils contiennent des éléments dans le document numéro B. Ces éléments, on choisit ce qu'on appelle un minéral qui s'appelle le quartz. Le quartz, et on va l'observer à l'aide d'un microscope. Vous voyez ici le grossissement, c'est x50. Et vous remarquez ici qu'il y a une différence de forme entre ces 3 types de grains de quartz, dans 3 milieux. Vous avez ici rond mat, ici émoussi luisant, et celui-là non usé, non touché. D'accord? Au cours de leur transport, ces matériaux s'usent par frottement avec l'eau ou le vent. Il y a usure. Donc, il y a
la forme, le changement de la forme, d'accord? Complétez le tableau suivant à l'aide des documents 2A et 2B. On va utiliser les deux documents pour répondre à la question. Donc, sachez que ici, ROMAT, émoussé luisant, et ici, non usé. D'accord? Donc, voilà le tableau. La première forme, nous avons ici ROMAT. La forme, elle est presque ronde. Aspect dépoli et mat. Quel est l'agent de transport? C'est le vent. Comment justifier ça? C'est au cours de leur transport, ils se frottent. Donc en se frottant dans l'air, puisque le facteur c'est le vent, ces grains subissent des chocs. C'est dramatique. Deuxième forme, émoussé et luisant. Il a une forme sphérique parfaite, très polie et luisant. Donc il est très lisse, parce que l'agent de transport c'est l'eau. Comment ça se fait? En se frottant pendant leur mouvement dans l'eau, ces grains ont été polis. Donc au cours de leur transport, il y a frottement entre les grains dans l'eau. C'est pour cela qu'ils prennent cette forme sphérique et luisante. D'accord? Troisième type, c'est les non usés. Donc ils ont une forme angulaire, donc ils n'ont pas été touchés, donc ils gardent leur forme originale. Parce que l'agent de transport c'est l'eau, mais sur de très faibles distances, ou bien ils n'ont pas été déplacés, ou bien transportés. C'est pour cela qu'ils n'ont pas été touchés. Comment on justifie ça? C'est que ces grains-là n'ont pas subi de frottement pour être érodés. Donc toujours, si vous avez trouvé des quartz ROMAT, toujours l'agent de transport c'est le vent. Émoussé, luisant, c'est l'eau. Non usé, l'eau, ils n'ont pas été déplacés sur de grandes distances ou bien ils n'ont pas été déplacés du tout. Document 3, nous avons ici des données, ça concerne l'eau de pluie et en comparaison avec l'eau de source. L'eau de pluie chargée de CO2 s'infiltre dans les roches calcaires, faisant dissoudre certains minéraux qui les constituent. Et on avait parlé de l'eau de pluie, c'est une eau acide, puisqu'il contient une quantité même faible de CO2. Donc, puisqu'il est acide, donc il va agir sur le calcaire et il va le dissoudre. Donc, il y a érosion chimique. Le tableau que vous voyez ici montre la composition en minéraux entre l'eau de source et l'eau de pluie. ماء العيون ou ماء المطر. Donc nous avons ici la composition de l'eau de source et l'eau de pluie en ce qui concerne les minéraux. Par exemple, les bicarbonates, dans l'eau de source il y a 402 et dans l'eau de pluie il y a 0. Calcium 202, 0. Magnésium 36, l'eau de source est 0, l'eau de pluie. Sodium 3 et 0 pour l'eau de pluie. Ça veut dire que vous voyez ici que l'eau de pluie elle est dépourvue de minéraux, tandis que l'eau de source elle est riche en minéraux. C'est pour cela que l'eau des sources elle est froide. تكون باردة لأن فيها les minéraux. Ce sont les minéraux qui gardent la température. Première question, comparer la composition des deux eaux. L'eau de source est riche en minéraux, tandis que l'eau de pluie est dépourvue, ça veut dire elle est pauvre, elle ne contient plus de minéraux. Deuxième question, émettez une hypothèse expliquant la présence des minéraux dissous dans l'eau de source. Donc, les minéraux contenus dans l'eau de source proviennent de la dissolution des roches qui étaient en contact avec cette eau.
puis cette eau contient une quantité de CO2, donc il va agir sur les minéraux, les roches. Il y a des solutions, donc il y aura des minéraux dissous dans cette eau-là. Activité 3, ça concerne le dépôt des produits de l'érosion. Donc on va parler de ce qu'on appelle la sédimentation. Les produits de l'érosion qu'on voit ici sont transportés principalement par l'eau. C'est le facteur, bien l'agent principal. Finissent par se déposer et s'accumuler. Ils ne vont pas rester toute la durée dans le transport, donc ils arrivent à un certain lieu, un certain temps, elles vont se déposer. Au bout d'un trajet plus ou moins long. Donc vous voyez ici le document, donc une expérience, un montage expérimental. Donc il y a une éprouvette, donc on prend l'éprouvette, on va remplir le tiers d'une grande éprouvette avec un mélange de gravier, de sable grossier, de sable fin et de sable très fin et de l'argile. Donc ces éléments-là se diffèrent par la taille des particules ou bien des grains qui les constituent. Puis on verse de l'eau jusqu'à la moitié de cette éprouvette. Et on va agiter, mélanger, et on laisse reposer. Donc, on va agiter le mélange à l'aide d'une tige de verre et laisser reposer pendant 1 heure. Pendant 1 heure, donc voilà au cours des temps, vous voyez ici que les sédiments ici, les éléments, ils commencent à se déposer. Et voilà le résultat final. Le résultat final. La question. Schématiser les résultats obtenus après 1 heure en respectant la taille des éléments. La taille des éléments. On revient au document précédent. Donc voilà le résultat final. Donc il y a ici au fond, en bas, il y a les gros, les éléments de grande taille, et plus on monte vers le haut, donc on trouve les petites tailles. D'accord? Donc, voilà le schéma. Les graviers, sable grossier, sable fin, et l'argile ici, et après l'eau ici. Décrivez les dépôts obtenus. Ces éléments se déposent par ordre de taille. De taille et de densité. Les plus gros au fond du récipient. Et voilà. Puis, on monte vers le haut. Les éléments sont plus petits. Donc, les plus petits, ils se trouvent ici au-dessus. D'accord? Voilà, ici, on parle d'un granoclassement. Donc, ça veut dire que les grains sont classés ici. Alors, sont déposés selon la taille, des plus gros vers les plus petits. Donc, granoclassement dans le sens vertical. Donc, granoclassement vertical. Définissez le terme de sédimentation. Donc, on peut proposer une définition. C'est un ensemble de processus qui aboutissent les particules transportées à cesser de se déplacer et se déposer, devenant des sédiments. Donc, vous pouvez trouver la sédimentation, c'est le dépôt, par exemple. Quatrièmement, déduisez un facteur responsable de la vitesse de la sédimentation. La vitesse d'agent de transport. C'est le premier facteur. Le vent et l'eau. Donc, on parle de la vitesse, soit la vitesse de l'eau, soit la vitesse du vent. Et deuxième facteur, la taille et la densité du sédiment. Donc, ces deux facteurs-là, donc, sont nécessaires pour transporter les sédiments ou bien la sédimentation. Donc, suivant la vitesse. Document 2, ici, ça concerne un autre facteur
intervenant dans la sédimentation, dans différents lieux de dépôt, avec un cours d'eau, et la flèche jaune indique les valeurs de la vitesse. Donc, par exemple ici, nous avons ici 500 cm par seconde. Deuxième ici, c'est 90 cm par seconde. 10 cm par seconde. Et là-bas, nous avons 1 cm par seconde. Donc ça veut dire plus on se dirige vers le bas ici, la pente diminue, donc la vitesse diminue. Donc indiquer un autre facteur de dépôt de ces éléments rocheux transportés, donc c'est la vitesse du courant. Lorsque le courant est faible, il y a dépôt. Ça veut dire l'eau, elle est incapable de transporter. Et si la vitesse elle est plus grande, donc il y aura transport. Donc il y a une relation entre la vitesse et la taille, et la densité. Document 3, celui-là, c'est que ça concerne les dépôts d'origine biochimique, d'origine, ça veut dire des restes des êtres vivants. Donc, vous avez ici des données, je vais les lire, en expliquant les deux définitions, en exploitant plutôt les deux définitions suivantes et le document ci-contre. Donc, vous avez ici deux supports, les définitions et le document celui-là pour répondre aux questions. Biochimique, ça veut dire des sédiments produits par des êtres vivants. Les planctons, ou bien des globigérines, sont des êtres vivants microscopiques entraînés par les courants océaniques qui se trouvent dans l'eau. La question posée, c'est expliquer le rôle des globigérines, ça veut dire les planctons, dans la formation des sédiments calcaires. Quelle est la relation entre ces êtres vivants et les roches biochimiques? Donc, ces êtres vivants, lorsque les sédiments se déposent au fond de l'eau, soit dans la mer, soit dans un milieu de sédimentation, et il y a des êtres vivants qui vivent là-bas, des planctons. Donc, lorsque les sédiments se déposent, ils emprisonnent les tests calcaires. Donc, ils vont couvrir les tests de calcaire de ces micro-organismes. Ces sédiments calcaires biochimiques vont se transformer en roches sédimentaires, on appelle roches sédimentaires biochimiques. D'accord? Parce que le calcaire ici, l'origine, c'est l'être vivant, c'est le micro-organisme ou bien les planctons. Donc, la transformation en roche sédimentaire, c'est ce qu'on appelle la diagénèse, at-taskhur. D'accord? Donc, j'espère bien que vous avez bien assimilé les bonnes réponses. Espérons que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à la prochaine pour une série d'exercices concernant la diagénèse, le cycle sédimentaire et la classification des roches sédimentaires. Je vous dis au revoir et merci.